Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur ANCI, merci de suivre ce nouveau numéro en direct à la découverte de l'actualité 360 degrés. Une émission fortement marquée par l'actualité sécuritaire dominée par cette nouvelle attaque des forces armées ivoiriennes déployées le long de la frontière nord-est avec le Burkina Faso. Une attaque qui a fait 3 morts. On fait le décryptage avec nos experts. Actualité sécuritaire aussi marquée par l'annonce cette semaine de la suspension de l'opération Barkhane au Mali. Quel impact et quels sont les enjeux de cette décision de l'Élysée? Pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, docteur Coulibaly Donima. Il est enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Docteur Tawa Neton Prince, il est politiste, enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Docteur Arthur Banga, il est historien expert en sécurité, il est analyste par ailleurs. Madi Natal, analyste politique et géostratégique, experte en sécurité et politique de défense, qui est en ligne avec nous en duplex depuis Bamako. Merci Madina de prendre part à cette émission. Gawa Junior, il est expert en sécurité et défense, il est ancien légionnaire, faut-il le rappeler. Il est par ailleurs président-directeur général de Oscar Group International. Félix Boni, journaliste, chroniqueur, analyste que vous connaissez très bien. Enfin, Élisée Bolugbo, journaliste éditorialiste. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Ali. Les forces armées ivoiriennes déployées le long de la frontière nord-est avec le Burkina Faso ont encore été attaquées cette semaine. Cette fois, des militaires et gendarmes en faction dans la zone de Téini ont été la cible d'une attaque complexe. Il s'agit d'une embuscade avec usage d'engins explosifs improvisés au contact duquel l'un des véhicules des forces ivoiriennes a sauté. Le bilan provisoire fait état de 3 morts. Le point avec Thiemé Danger. Téini, chef-lieu de département du nord-est ivoirien, à nouveau sous les feux de la rampe. En cause, une nouvelle attaque complexe sur l'axe Téini-Togolo-Kaye contre les forces de défense et de sécurité survenue samedi 12 juin 2021 aux environs de 19h. Il s'agit, précise l'état-major dans son communiqué, d'une embuscade avec usage d'un engin explosif improvisé au contact duquel un des véhicules a sauté. Le bilan provisoire fait état de 3 morts et 4 blessés évacués pour prise en charge. Au titre des décès, les forces de défense et de sécurité pleurent 2 militaires et un gendarme déployés sur ce théâtre d'opération. Bien que les armées ivoiriennes soient harcelées tout le long de la frontière nord-est allant de Kafolo à Téini, le chef d'état-major général rassure les populations de la détermination de ces hommes à continuer à agir pour leur protection et les appelle à une franche collaboration sans peur avec les forces engagées sur le terrain. D'accord. Monsieur, avant, on était habitué à ces dernières semaines, ces derniers mois, à des attaques frontales contre les positions des forces de défense et de sécurité. C'est la première fois qu'on a une attaque, une embuscade avec usage d'engins explosifs improvisés. Comment vous réagissez? Qu'est-ce que ça veut dire? On est entré dans une nouvelle phase, Arthur Banga? C'est pas la première, hein, c'est la première réussie. Sinon, c'est la 3e, je pense, tentative. Les 2 premières ont été déjouées? Les 2 premières ont échoué par la première fois, je pense, par manque de coordination, parce que et aussi sur un véhicule plus lourd. Et la 2e fois, je pense qu'il y a eu des erreurs techniques. Ça montre que l'idée de l'emploi des IED est ancienne. Elle est au même moment que l'attaque, la 2e attaque de Kafolo. Dès le lendemain, on a eu la première attaque en IED. Sauf que là, visiblement, les groupes terroristes ont progressé techniquement, donc ont plus la capacité de réussir. Les IED, ça fait partie de l'arsenal classique des groupes terroristes. Ils ont une mission. La première, c'est de ralentir l'arrivée de renforts terrestres en cas d'attaque, parce que très souvent, quand un lieu est pris d'assaut, il y a les renforts qui arrivent. Et donc, pour limiter l'arrivée de ces renforts, ils utilisent des IED. 2e chose, pour harceler. Harceler, c'est ce qu'ils ont fait hier, c'est-à-dire essayer au mieux de marquer les esprits et de casser le moral des forces, voilà, en employant ces techniques qui vont justement créer de la frayeur quand les forces devront aller à la patrouille. Ça a été le cas depuis l'Afghanistan, l'Irak, etc. Oui, on est dans une autre phase, une phase qui avait débuté en même temps que l'attaque de Kafolo, mais là, qui réussit techniquement à opérer leur manœuvre. Madi Natal, vous dites que la situation commence à être très dangereuse pour la Côte d'Ivoire. C'est votre analyse?
Est-ce que vous nous recevez, Madi Natal, depuis Bamako? Vous nous recevez? D'accord, on aura l'occasion de revenir à Madi Natal. Comment vous réagissez, docteur Coulibaly? Vous partagez le point de vue d'Arthur? Oui, je partage entièrement le point de vue d'Arthur, mais j'aimerais ajouter certaines choses. Allez-y. On a l'impression que ces attaques deviennent récurrentes. Je peux dire que c'est normal. Pourquoi normal? C'est normal parce que l'objectif des terroristes, c'est de créer la peur. C'est de terroriser, évidemment. C'est de terroriser, c'est de briser les glacis défensifs que les forces de défense et de sécurité ont pu mettre en place pour les contrer. Mais aussi, ces attaques nous font dire que les positions stratégiques que nous avons, que nos forces de défense et de sécurité ont sur le terrain, fonctionnent normalement. Parce qu'on se rend compte que l'objectif premier, c'est d'annihiler l'avancée ou la riposte de nos forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est à notre avantage. C'est à notre avantage parce que c'est au moins une frontière qui fait 584 à 585 kilomètres qu'il faut protéger. Si nous ajoutons cette frontière terrestre avec le Mali, nous avons plus de 1000 kilomètres de frontières à protéger. Il va sans dire que là, notre capacité de réaction est à saluer. Cette capacité va monter crescendo et les terroristes le savent. Ils le savent, donc ils changent de technique, ils changent de tactique simplement pour nous dire qu'ils sont présents. Ils sont présents et ils comptent y rester. Mais la suite des événements va mieux situer les uns les autres sur le positionnement et le repli de ces terroristes. Parce que lorsqu'ils frappent, ils retournent à leur base. Il faut réfléchir, il faut trouver une solution. Félix Boni, vous voulez réagir? Moi, ça m'inquiète d'autant plus que... Docteur Coulibaly? Docteur Coulibaly, contrairement à ce qu'il dit, c'est un harcèlement qui a lieu pratiquement dans la même zone. Arthur disait tantôt qu'auparavant c'était des attaques frontales, mais je pense que c'est toujours la même stratégie frontale. Quand quelqu'un vous harcèle dans la même zone, ça veut dire que cette personne semble avoir tellement confiance. Et la preuve en est que chaque fois, il cause des morts au sein de nos forces et chez eux, en tout cas le bilan qui a été donné par l'état-major n'enregistre aucun mort, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à attaquer, à tuer, à se replier. Et j'ai peur parce que dans la même zone, il y a toujours des attaques. En quelques mois, ça fait plusieurs attaques dans la même zone et on n'arrive toujours pas à pouvoir sécuriser cette zone. Je crains que ce ne soit également aussi notre stratégie, c'est-à-dire harceler dans une zone, nous faire perdre de vigilance peut-être dans le sud ici, et puis venir commettre encore des dégâts plus graves dans le sud. Et là, j'espère, parce que les stratégies militaires ne vont pas se dévoiler sur un plateau, j'espère bien entendu que notre armée prend des dispositions pour que ce ne soit pas une diversion pour éventuellement nous donner d'autres situations plus grandeur nature, peut-être en zone urbaine, notamment à Abidjan et autres. Ce que vous dites, vous avez l'impression que la riposte de nos forces n'est pas à la hauteur. Pas encore à la hauteur, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore enregistré, c'est vrai, pour certaines attaques, on a pu enregistrer quelques cas d'interpellation. Cette fois-ci, dans le bilan, l'armée ne nous situe pas qu'on a pu éliminer un ou deux ou qu'on a pu attraper quelqu'un. C'est quand même assez inquiétant. Mieux, il faut craindre qu'on arrive aussi, on en parlait il y a quelques mois ici avec Arthur et d'autres espèces sur le plateau, il faut craindre une sorte d'endogénéisation de cette... du terrorisme dans notre pays. Parce que de plus en plus, ils essaient quand même de gagner un peu de terrain. J'espère qu'il n'y a pas de jeunes Ivoiriens. Quelqu'un l'avait dit qu'il y a des recrues au sein des Ivoiriens. Il ne faudrait pas qu'il y ait des Ivoiriens vraiment qui se mêlent à cela, parce que ce sera encore plus difficile que quand on a des populations qui n'ont rien à voir avec les Ivoiriens qui attaquent. Bien sûr. Alors, je vous prends tout à l'heure. Madi Natal, vous dites, dans la préparation de cette émission, pour vous, la situation de la Côte d'Ivoire commence à être très dangereuse. Pourquoi ? Effectivement, je rejoins les participants qui sont sur le plateau, dans la mesure où on assiste effectivement à la recrudescence des groupes armés à la frontière, notamment ivoiro-burkinabé. Et il faut se dire que ce n'est pas anodin.
Il y a quelques mois, on a assisté à Kafalo, ensuite l'attaque de Teini, etc. Il faut se dire que cette zone, à mon avis, est en proie à être une zone de non-droit par ces terroristes qui veulent justement trouver des zones de ravitaillement, des zones où développer des sortes d'économies parallèles à travers les trafics, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une plaque tournante de la drogue. Et je pense que il ne faut pas forcément blâmer nos forces de l'ordre dans la mesure où ils sont je pense, ils font ce qu'ils peuvent dans la mesure du possible. Ils méconnaissent fortement les modes opératoires de ces terroristes sur le territoire ivoirien et cela dénote justement de leur manque de formation et de leur sous-équipement. Alors, vous dites, c'est parce qu'ils veulent opérer des commerces dans la zone. Beaucoup d'autres Ivoiriens se demandent justement pourquoi toujours c'est vers Kafolo, Teini, dans cette zone du nord-est qu'il y a des attaques. Docteur Tawa, comment vous répondez à cette question? Non, moi je pense que c'est une logique de prise de position territoriale. Et Kafolo, les premières attaques qui ont été entreprises par ces éléments terroristes, peut-être leur font croire qu'ils peuvent avancer davantage. Mais toujours est-il que je pense que pour eux, il faut juste commencer dans un espace territorial. Ils ont peut-être quelques acquis en termes de recrutement dans cet espace. C'est pour ça qu'ils forcent là. Mais moi, ce que je voulais dire... Ils ont quelques acquis. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont réussi à recruter des Ivoiriens ou... Infiltrer cet espace. Donc, ils veulent l'exploiter à fond. Mais moi, ce que je voulais dire, par rapport à l'actuelle attaque, je pense que pour les terroristes, ce mode opératoire, c'est une prise de conscience de ce que une attaque frontale avec les forces de défense est un échec. Et quand ils viennent à Kafolo, lors de la première attaque, ils vont directement, ils localisent là où est située l'arsenal militaire et... La base armée? Merci, la base armée, et ils font l'attaque. Mais cette fois-ci, ils se cachent. Parce que entre la première attaque de Kafolo et puis celle-là, il y a eu plusieurs autres, on va dire frontales, mais qui ont échoué. Donc, contrairement à ce que Arthur disait, la réponse de nos forces de l'ordre a été à la hauteur. Je pense que, justement, cette réponse-là, elle est à la hauteur. Et c'est pour ça que j'aime le communiqué du chef d'état-major. Il rassure la population. Et c'est mieux de le faire. Je pense que ça va davantage remonter le moral de sa troupe. Et puis, pourquoi pas, amener davantage de collaboration de la population locale avec les forces de sécurité qui sont stationnées sur tout cet espace. Junior Gawa, quand on est ancien légionnaire, quand on a pris part justement à des opérations comme Barkhane, et qu'on voit ce qui se passe autour de la Côte d'Ivoire, comment vous réagissez, vous? Alors, on n'est pas du tout surpris. On n'est pas du tout surpris parce qu'il y a ce qu'on appelle la zone des 3 frontières. Donc Mali, Niger et Burkina. Et la Côte d'Ivoire, donc je pense que ça a été dit à plusieurs reprises, sert un peu de 2 différentes façons. Il y a 2 hypothèses, 2 grandes hypothèses, et ça penche plutôt vers une. Alors les 2 hypothèses, c'est simple. C'est que soit la Côte d'Ivoire sert de base arrière, ils veulent s'en servir de base arrière stratégiquement pour pouvoir mettre en place justement des systèmes de recrutement ou cacher du matériel pour pouvoir continuer à harceler les différents pays, ou sinon ils essaient de faire des percées pour pouvoir venir créer justement de la terreur sur l'ensemble du territoire. Donc on n'est pas surpris, c'est quelque chose qui a été prévu depuis très longtemps. On en a parlé même déjà depuis l'époque où il y a eu l'attaque à Grand Bassam. Et on s'est tous penchés sur la Côte d'Ivoire en disant que c'était une entrée en matière et qu'on risquait de très fortement ressembler aux pays voisins qui sont à côté. Donc on n'est pas surpris et on espère que... déjà, j'encourage beaucoup les forces armées. J'ai la chance de pouvoir échanger avec beaucoup de nos unités, notamment les forces spéciales qui sont sur le terrain là-bas, qui font du très bon boulot, je tiens à le préciser. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là et que aussi on va tout faire pour apporter tout ce qu'ils ont besoin en termes de matériel et moyens humains. Bien sûr. Élisée? Ok, moi je pense qu'il y a quelques précisions quand même qu'il convient de faire dans tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. Déjà sur la question du bilan, cette fois-ci, comme le disait l'aîné Félix Boni, pourquoi cette fois-ci il n'y a pas eu de bilan? Mais il faut voir la nature de l'attaque en fait. Ça, on n'est pas dans une attaque classique. Ce n'est pas comme les attaques précédentes où il y avait affrontement entre corps et corps. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, c'est un engin explosif qui a été mis. Effectivement, dans ce cas de figure, tu ne peux pas avoir de bilan dans l'autre camp. Ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est ce qui explique le fait que dans le bilan établi par l'état-major, on ne voit pas d'assaillants ou du moins de terroristes dans le bilan. Ça, c'est ce qui explique ça. Maintenant, deuxièmement, je voudrais qu'on puisse comprendre une chose. Là, on est dans une zone
pour ceux qui connaissent un peu la configuration de cette zone, Kafolo jusqu'à Téni et autres, on est dans la lisière du parc de la Comoé. Ça fait 1 million d'hectares. Et cette zone-là est restée pratiquement une zone, je dirais, abandonnée ou délaissée du fait de la longue crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Donc, il y a même des groupes, en dehors des groupes terroristes, mais des groupes même de trafiquants qui se sont installés dans la zone. Et aujourd'hui, cette zone-là devient un endroit propice pour éventuellement ceux qui veulent s'adonner à un certain nombre de trafics, qui le faisaient déjà et qui voulaient peut-être remonter en puissance, et ceux aussi qui voudraient peut-être s'inscrire dans une dynamique terroriste. Vraiment, ça devient un terreau fertile pour eux. Mais ce que je voudrais pas qu'on perde de vue, c'est que au-delà du fait qu'il y a ce harcèlement, comme on le constate depuis un certain temps, le choix de cette zone est un choix stratégique par les terroristes. Parce que d'abord, on fait frontière avec le Burkina qui déjà subit un certain nombre d'attaques terroristes, qui donc, à l'intérieur de son territoire, déjà est confronté à des groupes terroristes qui sont en train de le harceler au maximum. Déjà, quand on vient s'installer à la lisière, à la frontière entre le Burkina et le Mali, on est très bien situé parce que, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, on est bien situé parce que les forces déjà burkinabées sont préoccupées à résoudre la question déjà des groupes terroristes en interne. Donc, redescendre vers la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la chose la plus aisée pour eux actuellement. Et nous, nos forces, elles se disent obligatoirement, il faut qu'on réagisse. Mais il y a un élément, quand je l'évoquais avec quelqu'un, que cette personne a dit, mais qui pour moi aussi est fondamental. Okay. Aujourd'hui, on est confronté à la question de la souveraineté étatique. Parce que je me rappelle que lorsqu'il y a eu la contre-offensive de l'armée, lors de la première attaque, l'armée est partie jusqu'à, je dirais, pratiquement même dans le territoire burkinabé, mais a dû marquer un arrêt là, parce que là, pour des questions de souveraineté, tu ne peux plus franchir la frontière. Bien sûr. Donc ils viennent harceler, et quand il y a la riposte, ils reculent stratégiquement. Donc là, il y a nécessité qu'il y ait une certaine coordination, une certaine cohésion entre les différents États, si tant est qu'on veut effectivement juguler la question du terrorisme dans cette partie. Très bien. Arthur Banga, cette cohésion, est-ce qu'on l'a entre les armées burkinabées et ivoiriennes? Oui, parce que le déclenchement de cette seconde phase vient de l'opération Comoé. Et l'opération est baptisée Comoé. Parce que l'opération, on sent déjà qu'il y a une volonté de s'incruster dans cette zone de la Comoé. Parce que c'est 1 million de kilomètres pour le parc. Et une fois que vous êtes en forêt, je pense que Junior Gawa, Junior qui a été praticien un peu mieux le dit que moi, c'est difficile en fait de délivrer à partir du moment où la forêt est infestée. Et donc l'objectif c'est clair. Et d'ailleurs cette opération a été menée conjointement par l'armée ivoirienne et l'armée burkinabé. La semaine passée, j'évoquais les mécanismes qu'on a, comme l'initiative d'Accra pour des échanges de renseignements. Mais aussi, on travaille de plus en plus sur des mécanismes de patrouille mixtes dans les zones de frontières communes. Voilà. J'aimerais quand même réagir sur certaines choses qui ont été dites. La place de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est d'abord... en fait, il y a 2 grands groupes qui sont en Afrique de l'Ouest. Il y a AQMI et l'État islamique au Grand Sahara. L'État islamique a une volonté territoriale, donc d'occuper une partie comme ils l'ont fait en Irak. Voilà. AQMI n'est pas trop dans cette démarche. Donc pour eux, occuper un territoire pour instaurer un État, ce n'est pas tant ça. Voilà. Or pour l'instant, c'est ce groupe-là, donc le GSIM, avec 2 chefs, Yagagali, Touareg et Amadou Koufa, qui sont à la tête. Dougdek a été éliminé par l'armée française. Et donc eux, leur ambition, c'est de pouvoir s'infester à partir de là. Donc deuxième chose pour eux, la Côte d'Ivoire, attaquer la Côte d'Ivoire, c'est réussir à attaquer l'Occident, qui ne peuvent pas toucher d'ici. Mais les intérêts français, la présence française, la présence occidentale, l'excellence de nos relations diplomatiques avec la France, etc. Donc, pour eux, toucher la Côte d'Ivoire et toucher des intérêts français en Côte d'Ivoire, ce serait extraordinaire. Et pour le faire, il faut se rapprocher avec une base qui serait intéressante dans le nord. Donc, à leurs yeux, la Côte d'Ivoire est un symbole, en un mot. Pas que, oui, est un symbole, mais aussi un enjeu. Parce que, regardez la dernière déclaration d'Amadou Koufa, il a appelé tous les peuples, y compris ceux de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire est au cœur de leur volonté d'occupation. Je vais terminer pour dire, on a parlé de méconnaissance des stratégies et de manque de formation. Non, nos militaires connaissent. On prend le temps d'analyser la doctrine, d'analyser ce qu'ils veulent.
et d'apporter des réponses. C'est parce qu'on sait ce qu'ils veulent qu'on fait des patrouilles, qu'on ne reste pas fermé dans nos bases et qu'on fait des patrouilles pour éviter justement cette présence, pour éviter une zone de non-droit, pour éviter justement ces zones où on n'a pas de souveraineté. Et je pense, Élysée l'a dit, si l'attaque d'hier, d'ailleurs, ce n'est pas complet dans le mécanisme des terroristes. Parce que dans le mécanisme des terroristes, il y a deux phases. L'embuscade, c'est d'abord faire exploser le I, et ceux qui descendent sont pris en assaut. C'est ce qui s'est passé, par exemple, quand on a perdu des soldats au Mali dans la MINUSMA. Et donc hier, ce qui prouve que peut-être, pour l'instant, ils sont infiltrés, mais pas suffisamment pour mener à bien toutes ces manœuvres. Ça nous appelle quand même à la vigilance. Vigilance parce qu'on doit l'être, on le voit. Il y a une volonté réelle de s'y installer. D'ailleurs, ils concentrent les efforts sur cette zone. Heureusement, pour l'instant, je pense que nos forces réagissent bien. Elles réagissent même très bien. Parce que quand elles ont eu l'occasion, il y a eu 2 attaques à Kafalo. La première a été bien préparée parce que c'est une base isolée. Donc, une petite section isolée qui a été encadrée pendant plus de 30 minutes, 2 heures de combat, le temps que les renforts arrivent. La deuxième fois, ils ont essayé de façon frontale. Et c'est là, je pense qu'on a gagné quelque chose psychologiquement. Parce que s'ils étaient parvenus à rentrer dans une base comme celle-là, qu'on a préparée à Kafolo, et s'y installer, en ce moment, ils allaient être beaucoup plus offensifs. Aujourd'hui, ils ont passé une 3e phase, c'est-à-dire s'occuper des populations, avec des menaces pour leur demander de ne pas soutenir. Et je vais terminer là-dessus. Sur les populations, il y a un débat doctrinal au sein même des groupes. Parce qu'il y a des groupes qui veulent s'en prendre aux populations. En général, c'était les groupes qui étaient affiliés à l'IGS. Dans l'esprit de ce qui s'est passé, par exemple, à Solane, au Burkina Faso. À Solane encore... une manière de punir les populations qui refusaient de collaborer avec les forces de défense. C'était de la punition. Mais, vous voyez, même l'État islamique qui est pour ça, aujourd'hui, a des problèmes. C'est pour ça que Chokayou a été attaqué. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est finalement d'être moins agressifs envers les populations. Donc, ils ont fait des occupations, mais en expliquant aux populations qu'on n'a pas affaire à vous. Si vous ne collaborez pas, on ne va pas vous punir. Par contre, si vous collaborez comme à Solam, on va vous punir. D'ailleurs, je me suis mis en veste face au Dafani pour donner tout mon soutien, ma solidarité au peuple burkinabé. Bien sûr. Et voilà. Et donc, dernière phase, puisqu'on ne peut plus avoir frontalement, on va essayer d'avoir part de l'harcèlement. Donc, essayer de voir les petites patrouilles qui vont bouger. Et là, les UED sont très importants dans cette tactique d'harcèlement qu'on peut avoir. Madi Natal, vous qui êtes à Bamako dans le cadre d'une mission du G5 Sahel, est-ce que vous avez l'impression justement que toutes nos armées, on voit ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Mali, l'actualité récente, on va y arriver, aujourd'hui cet harcèlement autour des frontières ivoiriennes, est-ce que vous avez l'impression que nos armées collaborent suffisamment pour endiguer ce fléau? Alors, collaborer, oui, mais suffisamment, je ne pense pas. Tout simplement parce que la Côte d'Ivoire doit s'inspirer du terrorisme dans les pays du Sahel. Tout simplement parce que le Sahel a de l'expérience, a eu à collaborer avec certains partenaires internationaux. Je ne vais pas forcément citer les noms, mais il y a eu à coopérer avec des partenaires internationaux. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit s'inspirer de l'exemple sahélien. Je le disais il y a quelques mois. En faisant quoi, notamment ? Pardon, j'ai pas compris. La Côte d'Ivoire doit s'inspirer de l'exemple sahélien en faisant quoi, précisément? Déjà, en faisant des opérations, en mettant en place des opérations conjointes type, M. Banga a parlé tout à l'heure de l'opération Gomoué, mais évidemment, à accentuer les opérations conjointes avec le Mali ou le Niger. Parce que de toute façon, le Burkina est au fait de la question, mais également l'ensemble des pays du G5 sont au fait également de la question. C'est vrai qu'en termes de politique de défense des pays du G5 Sahel et ceux de la Côte d'Ivoire, c'est très, très différent. Mais tout de suite, je parlais de formation. Je n'avais pas envie qu'on dédise mes paroles, mais c'est vrai que si on parlait de formation et de connaissance du mode opératoire des terroristes en Côte d'Ivoire, il allait y avoir de l'anticipation sur l'utilisation des engins explosifs à l'attaque de TI. Vous pensez que c'est possible d'anticiper ce genre d'attaque? Eh bien sûr, aujourd'hui, il y a un certain nombre de technologies qui existent, extrêmement chères, coûteuses, il faut le dire, mais des technologies modernes qui existent, comme des brouilleurs d'ondes électromagnétiques qui permettent donc d'éviter le déclenchement de ce type d'engin. Et si la Côte d'Ivoire aujourd'hui avait un ensemble de technologies modernes qui étaient allouées à nos forces de l'ordre, je pense qu'on pourrait parler d'anticipation, mais avant tout de formation de nos forces de défense au niveau de l'identification et également la détection de ces engins, sachant bien que ces engins causent effectivement beaucoup de problèmes également à la population.
Alors, côté technologie, justement, c'est une question qui se pose. Hein. Est-ce que on voit bien qu'il y a une certaine volonté de nos forces de l'ordre d'endiguer ce phénomène, mais la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Est-ce que côté technologie, on est suffisamment équipé pour faire face à ce nouveau type d'attaque? Félix? Je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui était la cible auparavant des terroristes. C'est maintenant que nous commençons à nous équiper pour faire face à... Mais c'est pas ce que semblait dire tout à l'heure Junior Gawa. Il disait que depuis l'attentat de Grand Bassam, on savait que la Côte d'Ivoire allait finir par être dans le viseur des terroristes. L'attentat de Grand Bassam, il y a seulement quelques années juste derrière. Donc, c'est progressivement d'abord qu'on établit le mécanisme pour faire face à un tel phénomène. Et je crois que la dame, elle a dit, hein, les équipements coûtent cher, mais la Côte d'Ivoire est en train de mettre en place progressivement le mécanisme, y compris le côté équipement, pour faire face à je suis persuadé qu'au niveau de l'armée, on prend des dispositions nécessairement, notamment pour essayer de déployer des équipements adéquats pour faire face à ce phénomène. Par contre, il y a un élément que je n'arrive pas toujours à cerner, après tout ce que les autres ont dit, c'est que cette attaque est localisée dans un endroit bien précis entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et quand on parle de coopération entre les armées ivoiriennes et burkinabées, je crois que s'il y avait une coopération très franche, on ne pouvait pas avoir ce kyste-là entre les deux frontières. D'autant plus que c'est le nord du Burkina qui est attaqué et le sud du Burkina n'est pas généralement objet de harcèlement. On aurait pu facilement encercler cette zone. Il est plus aisé, pour ce que je sais, peut-être les experts me contrediront, je pense qu'il serait plus aisé s'il y a une forte coopération entre les deux armées. Élysée a dit tantôt qu'on a pourchassé des gens, l'armée ivoirienne s'est retrouvée sur le territoire burkinabé. Je pense que s'il y avait une coopération, on n'avait pas besoin de franchir notre frontière, il suffit de se parler et de savoir qu'il y a une attaque que les gens ont comme base de repli le Burkina Faso. Il est très facile de les cerner et de pouvoir enrayer ce kyste-là. C'est un kyste dans une zone qui ne pouvait pas être. Et on parle de... Élysée parlait également d'une zone de non-droit. Ah non, ce n'est pas une zone de non-droit. Téini, Kafolo et autres, c'est pas une zone de non-droit. Il y a des populations qui habitent ces zones. Et ces populations qui habitent ces zones-là, je crois que cette zone, mais quand bien même on a eu 10 ans de crise, n'a pas servi de zone véritablement de trafic. Si on peut parler de zone de trafic, il n'y a pas que Kafolo et Téini qui ont servi de zone de trafic. Pourquoi cette zone? Je ne crois pas que nos populations qui sont là-bas soient une population qui soit favorable à une telle... Non, personne ne l'a dit aussi. Oui, personne ne l'a dit. Et cela veut dire que la coopération entre les populations et nos armées peut très bien marcher pour enrayer cela. C'est pourquoi je crains, comme je le dis, une endogénéisation qui serait une sorte de recrutement au sein des Ivoiriens. Et c'est pourquoi, la dernière fois, lorsqu'on parlait, il faut régler les problèmes de crise en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les problèmes politiques. Il faut régler les problèmes sociaux pour ne pas qu'il y ait une jeunesse oisive qui puisse se prêter à ce genre de situation. Très bien. Junior Gawa, je reviens à vous, Élysée Bolougbe. Junior Gawa, j'aimerais que vous vous prononciez sur les deux questions, sur notamment le niveau de notre arsenal militaire, côté technologie. Est-ce que nous avons des équipements de pointe aujourd'hui qui puissent nous permettre d'anticiper, comme le disait tout à l'heure Madi Natal, est-ce que déjà c'est possible d'anticiper? Parce que quoique certaines nations européennes soient équipées, se font surprendre. Est-ce que déjà c'est possible d'anticiper? Ensuite, qu'est-ce que vous dites de la collaboration entre nos armées, vous qui avez fait le terrain? Alors, je commençais déjà par rapport à l'équipement. On peut avoir le meilleur équipement du monde, mais ce sont les hommes qui font le combat. Donc ça veut dire que même si demain la Côte d'Ivoire s'équipait de l'équipement le plus cher et le plus récent, c'est pas ça qui fera qu'on va... Donc vous la rejoignez sur la question de la formation, par exemple. Voilà, ça c'est la formation qui fait vraiment beaucoup plus l'accent que l'équipement. On a vu, par exemple, si on regarde un peu avec nos amis des pays étrangers comme les États-Unis, qui ont beaucoup de moyens, mais qui n'ont pas un passé très glorieux au niveau militaire. Donc voilà, on peut prendre ça un peu comme exemple. En Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance de participer au Sud-Africa très récemment et échanger avec différents officiers de l'armée ici. Je sais qu'il y a déjà du matériel qui est arrivé de très bonne qualité et il y a eu de la formation sur nos opérateurs spécialisés sur ça. Et il y a encore du matériel qui va suivre derrière. Mais comme je disais, il faut que ça puisse suivre. Il faut que ça puisse suivre. Matériel, formation, plus... Là, du coup, je rebondis sur la deuxième question. Le travail entre les différentes forces armées des différents pays peut nous permettre d'anticiper un peu les actions qui risquent d'être menées prochainement sur le pays. Élysée? Ok, d'accord. Moi, je voudrais réagir déjà à ce qu'a dit le grand frère Félix. Je n'ai jamais dit que c'était une zone de non-droit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit en 10 ans de crise, sur la base de la longue crise qu'on a vécue, c'est une zone qui avait plus ou moins été abandonnée et qui a servi
à un certain nombre de trafics. La zone de Komoué, j'ai expliqué. J'ai dit le parc de Komoué qui fait près d'1 million d'hectares a servi une zone de trafic. Aujourd'hui, tous les services de sécurité vous le diront aujourd'hui que c'est une zone qui est difficile à cerner parce que pendant longtemps, ça a servi de base de trafic, pas forcément dans le cadre terroriste, mais de base de trafic de toutes sortes, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, ça devient un terreau fertile pour que les uns et les autres puissent s'installer. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La seconde chose que je voudrais faire comprendre, aussi bien à tout le monde, nous sommes en train de parler de terrorisme. On n'est pas en train de parler d'un combat classique, où on a en face deux armées qui sont en train de combattre. On parle des terroristes. C'est un combat asymétrique. L'armée se bat avec des personnes même qu'elle ne maîtrise forcément pas, en fait. Parce qu'on sait le mode opératoire des terroristes. C'est des gens qui s'infiltrent même dans la population, qui sont là. Et surtout quand on est en train de parler même de radicalisation de certaines parties de la population, comme c'est le cas, par exemple, au Burkina, où on a vu un peu ce qui s'est passé. Ceux qui n'ont pas voulu adhérer, on a vu la descente punitive qui a eu lieu par la suite. Donc, quand c'est comme ça, il faut pouvoir comprendre que la réaction ne peut pas être comme si on était dans une guerre classique où on avait en face deux armées différentes. Ce n'est pas la même chose. Et quand on me dit que la Côte d'Ivoire doit s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais je pense que la Côte d'Ivoire s'inspire suffisamment de ce qui se fait ailleurs, et puis la Côte d'Ivoire anticipe. Aujourd'hui, est-ce que ceux qui l'évoquent savent aujourd'hui combien de tentatives terroristes, d'attaques terroristes ont été déjouées et même ont été étouffées dans l'œuf? Il y en a plusieurs. On a des notes qui passent. Quand on a eu l'occasion de voir ces notes-là, où il y a des gens qui ont été arrêtés, mais on ne peut pas brandir à longueur de journée à la télévision. Voici des opérations qui ont été menées dans le cadre antiterroriste. Donc il y a du travail qui est fait, selon ce que vous dites. Voilà, donc il y a des résultats aussi, mais sur lesquels on ne communique pas forcément. Il ne faut pas qu'on perde de vue qu'effectivement, comme on le dit, c'est des actions terroristes, c'est des actes terroristes, et eux aussi, ils adaptent leur stratégie en fonction de la riposte qu'ils ont en face. Très bien. Ça, c'est une réalité aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Très et bien. notre armée est aussi en train de monter en puissance. Bien sûr, docteur Tawa. Je termine, s'il te plaît, sur le dernier point. En 30 secondes. En 30 secondes, sur le dernier point. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de faire un certain nombre d'efforts, et nous avons pour preuve même l'académie de terroristes. On en parle tout à l'heure. Okay, on en parle tout à l'heure. Docteur Tawa, oui, allez-y. Je voudrais effectivement réagir sur la question de la coopération entre les deux armées. Et rebondir effectivement sur son analyse, qui veut qu'on comprenne que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas comme un État qui va dans... C'est pas une guerre en deux armées classiques. En deux armées classiques. Et ce n'est pas non plus une guerre contre une rébellion. On la sert, on sait où elle est, et puis on la combat. Quand les terroristes viennent à Kafolo ou à Téhéni, sur la carte, ça se voit que c'est à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, mais l'espace, il est grand. Et donc, les deux armées, ou bien l'armée burkinabé, peut effectivement avoir collaboré dans la lutte, mais justement, c'est des gens, c'est pas des militaires classiques, c'est parfois des civils qui commettent des actes isolés ou bien des actes, et puis ils se cachent dans la population. Je sais que la coopération est difficile, mais je pense qu'elle existe entre les deux armées. Elles l'ont démontré d'abord par Komoué. Je ne pense pas que, conscientes qu'elles ont été de la nécessité de collaborer, elles vont entreprendre juste une opération Komoué et puis aller s'asseoir, regarder les terroristes opérer dans cet espace. Je pense qu'elle a lieu, cette coopération, elle continue. Pour le moment, on n'a peut-être pas l'impression d'en voir véritablement les fruits, mais je réitère encore le mode opératoire, ce dernier-là, pour dire que les terroristes comprennent la capacité de réaction de nos militaires. C'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Docteur Coulibaly. Moi, j'aimerais ajouter que j'ai dit au début de l'émission que je n'étais pas inquiet. Pas du tout. Les terroristes peuvent frapper à tout moment un espace. On l'a vu en France. Ils ont pu frapper ces puissances-là qui sont quand même des puissances militaires. Voilà. Mais en Afghanistan, au Pakistan, où il y avait les États-Unis, ils sont frappés au quotidien. Mais la question qu'il faut se poser, comment un phénomène qui était loin de notre frontière, dans le Sahel, a pu s'inscruter dans notre territoire? C'est une bonne question. Parce qu'il y a eu une défaillance au niveau des forces de défense et de sécurité de ces pays qui sont nos voisins. Il faut le dire. Bon, on nous dit non, il faut copier le modèle sahélien, c'est vrai. Mais interrogeons-nous aussi sur le modèle sahélien. Est-ce que c'est le modèle parfait? Je ne pense pas, parce qu'il y a Kafolo, il y a Téhéni. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Nous avons plus de 1000 km de frontières entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qu'il faut protéger, sécuriser, avec tout ce qu'on connaît comme les réserves et autres.
C'est parce que les terroristes ont vu que là, il y a un terreau fertile, et il y a cette réserve de la Comoué, où ils peuvent s'incruster, où ils peuvent se sanctuariser, qu'ils y sont, ou qu'ils viennent faire des sauts, qu'ils tentent d'y être, ou qu'ils viennent faire des attaques, et retournent à leur base. Moi, je pense qu'il faut que nos différents, notre président, c'est-à-dire le président Ouattara, et le président du Mali et de Burkina s'asseyent, et qu'ils puissent avoir un cadre de discussion sur cette question. Absolument. Voilà. Je suis d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, au nom de l'intangibilité des frontières, on va se permettre d'accepter que des terroristes quittent un pays voisin et viennent tuer des innocentes populations ou des forces de défense et de sécurité et retourner, sachant que là se trouve leur position de repli. C'est sûr de tous. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller au-delà de notre frontière. Il faut porter le glacisme défensif à l'intérieur de ces pays. La solution viendra forcément de là. Parce que là-bas, il y a eu une défaillance sécuritaire, il y a eu une défaillance des forces de défense et de sécurité. Si nous pouvons prendre le relais, avec les moyens que nous avons, il faut le faire. Très bien. Junior Gawa, vous voulez réagir rapidement? Oui, j'aimerais juste réagir. J'aimerais qu'on prenne le temps de se rendre compte de quelque chose. Malgré la formation et l'équipement des unités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire est jeune sur le combat contre les terroristes, comparé à nos voisins qui est le Burkina Faso et le Mali. Donc quand on parle de coalition, on parle de pas forcément copier de A jusqu'à Z, mais plutôt de travailler encore plus ensemble afin de trouver des solutions qui seront bénéfiques pour tous les quatre, pardon. C'est plutôt ça. C'est pas forcément recopier entièrement leur système, mais plutôt travailler ensemble, utiliser leur retour d'expérience, parce qu'ils sont beaucoup plus anciens que nous dans ce combat-là, pour pouvoir nous aussi modifier et s'adapter face aux prochaines attaques qui risquent de nous cibler. Ce que vous dites, docteur Koulibaly... Nous disons quasiment la même chose. Oui. Mais ce matin, j'ai appelé un ami qui est à cette frontière. Il m'a dit ce qui est un peu choquant, qu'eux ont vu 3 jours avant le mouvement des personnes. Quand ils leur regardent, ils savent bien. Voilà. Mais ils disent que les forces de défense et de sécurité de ces pays étaient là à la frontière. Et ils ont renforcé leur dispositif. Mais comment se fait-il que 3 jours après, la Côte d'Ivoire est attaquée? Donc, interrogeons-nous, posons-nous les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Bien sûr. Tout à l'heure, dans votre développement, vous sembliez dire que la Côte d'Ivoire est victime des failles dans les systèmes de sécurité de nos pays voisins. Exactement. Madi Natal, est-ce que vous partagez cet avis? Alors, pas forcément. J'aimerais dire en fait aux participants que le modèle sahélien, évidemment, n'est pas le modèle parfait. Par inspirer, j'entends adapter, pas forcément copier. Parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays du G5 Sahel ont appris à mettre en place des stratégies régionales, mais aussi des stratégies internes et nationales de réponse contre le terrorisme. Pourquoi s'inspirer? S'inspirer va nous demander de nous adapter à justement cette guerre asymétrique. Parce que c'est une guerre qui nous demande une forte prétention à s'adapter et aussi une forte capacité à innover dans la réaction des forces de l'ordre. Et je veux dire que cette guerre asymétrique montre en fait le gap justement technologique qu'il y a entre les deux adversaires, c'est-à-dire nos forces de défense et de sécurité et également les groupes terroristes. C'est vrai, je ne blâme pas nos forces de défense. Il y a eu un certain nombre de choses qui sont faites. Il y a eu des efforts, il y a eu des opérations conjointes, mais je pense que le cœur de la réponse qu'on doit apporter en Côte d'Ivoire doit être nécessairement l'adaptabilité de notre réponse par rapport aux actions qui sont imposées sur notre pays. Alors, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, comme peuvent se le demander certains citoyens burkinabés ou maliens, pourquoi justement on n'a pas encore assisté à une coalition entre ces pays qui ont en commun la frontière pour justement essayer d'apporter une nouvelle réponse à ce phénomène-là? Arthur Banga. Avant de venir à ça, je voulais dire un truc. Il faut qu'on sorte du tout technologique pour répondre à ce genre de conflit. Vous savez, les États-Unis viennent de prendre de pied bagage pour quitter l'Afghanistan avec tout ce qu'ils avaient comme technologie. Voilà. La technologie peut être intéressante, mais les IED, un bon bac pro en physique-chimie, tu le fabriques, hein, banalement. Voilà. Et donc, la technologie ne résume pas tout. Sinon, les États-Unis ne seraient pas partis... La technologie ne résume pas tout, mais la technologie est importante. Non, je viens. Elle fait partie du jeu. On est bien d'accord. Mais ce bond technologique n'a pas servi à battre les talibans.
qui souvent étaient équipés exactement comme ces groupes. Mais s'il n'y a pas la technologie, peut-être que le bilan chez les talibans serait beaucoup plus important aussi. Comment on prépare l'opération Komori? C'est par des écoutes téléphoniques. C'est ça. Comment on sait que des gens se replient vont là? C'est par des usages technologiques. On l'utilise aussi. Mais je vais dire, dans des attaques en type IED, qui est l'attaque la plus banale, c'est pas, la réponse technologique ne fera pas tout. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, j'insiste sur la formation. Écoutez, je suis d'accord avec Junior. Les armées progressent en fonction de la menace. J'explique à des gens, la dernière guerre, l'avant-dernière guerre de Sahel, elle a eu du mal à pénétrer dans le nord Liban parce qu'à force de ne plus faire de guerre et de se concentrer sur les intifadas, elle avait perdu une sorte de savoir-faire. C'est au feu qu'on progresse. Et nos armées commencent à être à cette réalité de ce feu. Donc elles vont progresser, ça j'en suis presque certain. Troisième chose sur laquelle je voulais insister, j'ai dit la dernière fois, quand en 2011, 2012, des choses se mettent en place par un groupe terroriste, les armées ouest-africaines sont pour la plupart dans des états quasi comateux. Le fer de lance des opérations de sécurité collective en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Mais en 2011, 2012, quand on commençait, le Nigeria était débordé lui-même. Voilà. Et cette question du droit de poursuite, c'est le thème technique pour dire la capacité d'aller au-delà des frontières. Ce droit de poursuite, je pense qu'il a été discuté dans le cadre de la CBLT pour le Nigeria et le Tchad qui ont fini par trouver des accords. Mais je pense que ça peut se faire facilement. Ça, c'est pas quelque chose de grave. Mais au début, nos armées avaient, elles, tous des problèmes. Deuxième chose, les armées même concernées, Burkina, Mali, revenaient de combien d'années sans faire de guerre, elles ont essayé de répondre. Troisième chose dans cette coalition se fait, la preuve, la Côte d'Ivoire, les premiers soldats que nous avons perdus dans la guerre contre les terroristes, ce n'est pas sur le sol ivoirien, c'est sur le sol malien. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de travailler ensemble. Et je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le ministre de la Défense ou encore le ministre de la Sécurité, travaillent avec leurs collègues pour essayer de trouver des solutions. Je suis d'accord que ce n'est pas suffisant, qu'on peut faire des choses encore plus sur ces domaines. Je vais terminer sur la question de la formation. La question de la formation est au cœur du développement de la politique de défense de la Côte d'Ivoire depuis 2011 et c'est accéléré. C'est d'ailleurs une question que nous allons approfondir avec le sujet que je vous propose de voir maintenant. Un sujet sur l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui a été donc inaugurée cette semaine. Une académie qui envisage d'être un pôle d'expertise et de compétences dans la lutte contre cette menace internationale. Un sujet de Thiemé Dandjé, on en parle juste après. Une université pour des travaux scientifiques, une zone de combat, un village sahélien d'entraînement. Bienvenue dans les locaux de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. À l'inauguration, plusieurs officiels. En tête, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi. À ses côtés, des émissaires de pays partenaires, dont le ministre français Jean-Yves Le Drian. Pays hôte de l'infrastructure de défense et de sécurité, la Côte d'Ivoire fait le choix de l'audace. Patrick Achi appelle à ne pas relâcher dans les actions et efforts pour traiter la menace terroriste. Nous n'avons pas le droit de demeurer interdits. Plus que jamais, il nous faudra faire corps. Plus que jamais, il nous faudra faire front. Ce sera ici, à Jacquesville, le rôle de l'Académie internationale. Bien avant, le ministre d'État, ministre ivoirien de la Défense, interpellait sur la mobilisation des partenaires à l'effet de disposer de plus de 20 milliards de francs CFA pour la deuxième tranche des travaux. Les travaux restants à réaliser sont estimés à 25 milliards de francs CFA pour lesquels la recherche et la mobilisation de ressources doivent être lancées très bientôt. La Côte d'Ivoire et la France, partenaires fondateurs de ce projet ambitieux, comptent sur l'implication d'autres partenaires pour poursuivre ensemble le développement de cette académie. Ce plaidoyer est entendu par la France. Sur la question, Jean-Yves Le Drian rassure. Nos partenaires africains peuvent compter sur le soutien de la France, aussi bien en termes financiers que de coopération technique. Plusieurs de nos experts ont déjà rejoint l'Académie. Mais l'Australie, les Pays-Bas, la Norvège ont également déjà répondu présent.
et l'internationalisation de l'Académie va se poursuivre. Notons que l'Académie est bâtie sur une superficie de 1100 hectares. La première tranche d'un coût de 15 milliards de francs CFA permet de disposer en son sein d'une structure de direction. Vont y être assurés simultanément 3 stages de formation de 25 pensionnaires. Monsieur, l'inauguration de cette académie de lutte contre le terrorisme, c'est évidemment un bon point. On n'a pas arrêté de parler de formation tout le long de la première partie de cette émission. Je prendrai vos avis sur la question juste après cette petite pause. Le plateau de NCI 360, ce soir, on parle essentiellement de sécurité, précisément de terrorisme. Vous le savez, avec les dernières attaques qu'ont connues la Côte d'Ivoire, nos frontières semblent être harcelées et ce soir on en parle avec nos experts. Messieurs, avant la pause, nous avons vu un sujet qui nous relatait ce qui s'est passé du côté de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. C'est un bon début, cette académie, Dr Tawa? Oui, c'est un très bon début et je dois remarquer que, et tout à l'heure ils l'ont dit, la pose de la première pierre a eu lieu en 2018. Et là, on est en 2021, à peine 3 années que l'Académie est en train d'être inaugurée. C'est bon, c'est un très bon début. Ça marque la volonté de la Côte d'Ivoire, mais aussi et de ses partenaires, de s'engager effectivement dans la lutte contre ce phénomène. Et surtout, c'est le refus de l'improvisation dans la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il faut le savoir, les terroristes ils préparent vraiment, je veux dire, leur politique d'attaque contre les États qu'ils ciblent. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils choisissent d'attaquer la Côte d'Ivoire ou bien tel autre pays. C'est vraiment une politique bien pensée, avec des stratégies bien conduites. De sorte que la lutte contre un tel phénomène doit aussi se nourrir de la préparation et de l'institutionnalisation. Donc oui, l'Académie, c'est une bonne chose. Et je pense que d'ici quelques années, nos forces et la capacité de réaction de la Côte d'Ivoire contre ce phénomène va aller davantage. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Une Académie internationale de lutte contre le terrorisme, c'est bien, mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire y gagne? Qu'est-ce que l'Afrique de l'Ouest y gagne? Docteur Koulibaly. La Côte d'Ivoire y gagne beaucoup parce que, d'abord, dans nos universités, pour ouvrir un axe de recherche sur les questions militaires, ça n'a pas été facile. Je parle sous le contrôle du docteur Arthur Banga. Je pense que c'est le premier qui a travaillé dans cette optique-là et aujourd'hui, qui est le porte-flambeau de cet axe de recherche dans notre université au département d'histoire. Une académie internationale de lutte contre le terrorisme, d'abord, c'est la formation. C'est des compétences. Moi, je suis le fruit de la formation parce que j'ai le coutume de dire aux étudiants que je suis instituteur ordinaire à l'origine. Donc, par la formation, nous aurons des compétences. Et ces compétences-là vont servir. Aujourd'hui, la guerre est scientifique, l'art de la guerre. Et nous avons aujourd'hui des jeunes que nous avons formés qui peuvent valablement être des acteurs de cette académie-là. C'est encouragé. La Côte d'Ivoire y gagne beaucoup, surtout que c'est une première. Si je ne me trompe pas, dans la sous-région, c'est une première. Une académie internationale. Et il faut vraiment féliciter les autorités ivoiriennes qui ont anticipé, parce que le Nigeria est frappé avec Boko Haram, ça fait combien d'années? Peut-on parler d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme au Nigeria? Je ne pense pas. Nous sommes dans une approche scientifique et aujourd'hui, j'en suis vraiment heureux. Arthur Banga. En fait, l'académie, c'est un vrai plus. Hein. C'est un vrai plus parce que, d'abord, elle se concentre sur le terrorisme, mais pas que. Et elle comprend le terrorisme dans son sens large. Parce que le terrorisme, ce n'est pas que militaire. Ce n'est pas que la réponse militaire, ce n'est pas que l'action militaire. Voilà pourquoi elle a 3 piliers. Le premier pilier qui est l'école des cadres, qui va se charger de former
tous les cadres de tous les ministères qui sont concernés par la lutte contre le terrorisme. Donc on aura des formations pour des juges, pour des magistrats, pour des enquêteurs, pour des préfets, pour des sous-préfets, pour des chefs d'entreprise, pour permettre justement à tout cela de se préparer, à des leaders de la société civile, des journalistes comme vous, pour permettre justement à tous ces acteurs de la société de comprendre le terrorisme et de comprendre leur part dans la lutte contre le terrorisme. Pour que le chef d'entreprise sache en quoi ça lui concerne et qu'est-ce qu'il doit apporter comme réponse, que le juge développe sa juridiction, que les enquêteurs comprennent tout ce qui est enquête. Deuxième pilier qui est l'entraînement. Il est vraiment, et vous l'avez vu, je ne sais pas, on l'a vu tout à l'heure, le village sahélien par exemple, qui est une réplique, mais réplique compliquée des villages qu'on a au Sahel, pour permettre justement aux unités spécialisées de se frotter, de répéter des actes, parce que plus vous répétez, vous développez un réflexe, et pour pouvoir aussi adapter chaque situation qu'on aura sur un terrain. Par exemple, l'IED qui est exposé à Téini, on fait le rétex, on l'applique automatiquement dans ce deuxième cadre, qui lui est vraiment militaire sur toutes les unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme. Et le troisième pilier, qui est aussi important, qui est l'IRES, l'Institut de recherche stratégique, qui va réfléchir à la doctrine, au mécanisme, à comment on se forme, à connaître l'ennemi, à connaître les réponses, à juger les réponses. Une réflexion purement scientifique qui sera faite sur ce troisième pilier. Donc c'est un ensemble ivoirien, ensuite franco-ivoirien qui va s'internationaliser. S'internationaliser pourquoi? Parce que justement, Mme Tal en parlait, on a besoin de retours d'expérience. Il faut que les unités spéciales maliennes, par exemple, viennent exposer devant tous les chefs d'unités qui seront là pour qu'on comprenne ensemble comment ils ont pu répondre, qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, donc c'est dans ça qu'elle est internationale. Et d'ailleurs, pour préciser, on n'a pas attendu 2021 pour commencer. Déjà, des stages étaient faits. L'école de police d'Abidjan abritait quelques stages. Nous, on a eu la chance, dans le cas de l'IRES, de mener 2 études. Et donc, déjà même, l'académie était en train de bouger avant sa date d'inauguration. Voilà. Madi Natal, réaction à l'inauguration de cette académie? Oui, c'est une très très belle chose pour la Côte d'Ivoire et surtout pour la sous-région. Mais c'est vrai qu'il y a autant de piliers qui confrontent la théorie à la pratique. Mais on sent fortement une implication très française dans l'académie antiterroriste. Et je me pose des questions justement. Parce que nul n'est sans douter le sentiment anti-français qui baigne aujourd'hui dans la sous-région. Alors, quelle sera réellement la portée de cette académie, sachant l'implication de la France dans cette académie? Alors pour moi, évidemment, on a besoin de l'accompagnement d'un partenaire qui s'y connaît, qui a de l'expérience, mais je pense qu'il va falloir, in fine, que les acteurs ivoiriens, après formation, après acquisition d'un certain nombre de compétences et d'expertise, puissent relever eux-mêmes le défi de la réponse terroriste en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Oui, rapidement. Oui. À ça. En fait, l'académie, par exemple, quand je prends le pilier 3, je dis les 2 premières études qui ont été menées dans ce pilier 3 ont été financées par la DCSD, donc par le ministère français des Affaires étrangères, mais menées par des Ivoiriens, par des Africains, essentiellement. L'idée, justement, pourquoi on parle d'académie internationale, c'est d'internationaliser, d'arriver à sortir même du carcan franco-ivoirien. Mais on a eu des stagiaires kenyans, on a eu des stagiaires éthiopiens, des stagiaires sud-africains. Je pense que l'idée, c'est ça, c'est d'aller plus loin. Mais il faut 2 personnes pour lancer le projet. Le couple franco-ivoirien, il l'a lancé. La Côte d'Ivoire l'abrite. Et d'ailleurs, on était très heureux de voir des pays comme la Norvège, le Pays-Bas participer, l'Australie participer d'ailleurs. Je répète les appels du ministre de la Défense. D'ailleurs, l'Académie a encore besoin de 25 milliards. Donc, très bien. Tout le monde Félix Boni. Oui, mais je suis d'accord avec tout ce que les experts ont dit. Je salue effectivement l'implantation d'une telle académie qui va éventuellement permettre de former davantage nos populations de la sous-région en matière de lutte contre le terrorisme. Toutefois, il ne faudra pas occulter ce que vient de dire la dame. Moi, j'ai peur chaque fois qu'il y a une structure de ce genre qui s'installe, notamment en Côte d'Ivoire, et que je vois la France qui est toujours derrière. Parce que toutes les fois qu'on a expliqué les attaques en Côte d'Ivoire, des terroristes en Côte d'Ivoire, on a évoqué les intérêts français en Côte d'Ivoire.
Tout à l'heure sur le plateau, on a encore évoqué les intérêts français à Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui abrite une base aérienne qui sert de base d'appui à la force Barkhane au Mali, tout ce qui attire l'attention des terroristes sur la Côte d'Ivoire, qui fait de la Côte d'Ivoire une cible privilégiée de ces terroristes. J'ai même l'impression que c'est harcèlement dont la Côte d'Ivoire fait l'objet. C'est une façon de dire à la Côte d'Ivoire, écoutez, tant que vous vous impliquez dans notre affaire, nous n'allons pas vous laisser tranquille. Comme on me dit que la Côte d'Ivoire doit servir de base arrière à ces terroristes, je ne pense pas. S'il doit y avoir une zone qui sert de base arrière aux terroristes, c'est bien la zone sahélienne qui est leur zone de prédilection. Ce n'est pas la zone forestière de la Côte d'Ivoire. Et donc, lorsque je vois l'installation de cette académie et tout le bruit qui a été fait autour, je me dis, est-ce que cela n'explique pas les attaques qui deviennent de plus en plus récurrentes en Côte d'Ivoire? Parce que la zone qui est attaquée au nord-est de la Côte d'Ivoire, c'est une zone qui n'est pas du tout loin du Ghana. Le Ghana est tranquille, le Bénin est tranquille, le Togo est tranquille, la Guinée à Côte d'Ivoire est tranquille. Le Nigeria, il ne faut pas confondre le cas du Nigeria avec le nôtre, qui est une guerre islamique que Boko Haram et autres mènent au Nigeria. Mais la Côte d'Ivoire est une cible dans notre sous-région, alors que tous les autres pays sont un peu plus ou moins en paix. Est-ce que ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire a un pied de trop dans la lutte contre le terrorisme? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se désengager dans la coalition, dans, j'allais dire, la synergie qu'on doit avoir ensemble pour ne pas que ce terrorisme prenne pied dans les pays frontaliers et pouvoir venir nous déstabiliser. Mais je crains, chaque fois qu'il y a la France qui est citée derrière, je crains que cela n'attire davantage l'appétit des terroristes sur notre pays. Élisée? Ok, moi, à la suite de ce que vient de dire Félix, moi je voudrais dire une chose. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a construit cette académie ici que les terroristes vont se dire qu'on est plus ou moins on est affilié ou du moins on a des accointances avec les Occidentaux, donc on devient une cible. Cette académie n'existait pas en 2016, on nous a attaqué à Bassam. Cette académie n'existait pas en 2016, on a été attaqué à Bassam. Voilà, et puis ça, on va pas dénier, on ne va pas, mais on ne va pas on ne va pas, c'est pas à cause des terroristes qu'on va aussi mettre en stand-by ou bien qu'on va arrêter tout ce qui a été construit depuis plus d'une cinquantaine d'années, depuis plus de 60 ans d'indépendance. C'est pas parce qu'il y a des terroristes qu'on va tout mettre en berne, c'est pas possible. Il faut qu'aujourd'hui, on fasse comprendre aux terroristes que c'est de leur droit de vouloir, d'être contre le fait qu'on ait des accointances avec les Occidentaux ou bien qu'on soit amis, on ait des relations. Ça, c'est leur droit de ne pas être d'accord. Mais nous, c'est notre droit d'assumer ce que nous sommes et ce que nous avons construit depuis 60 ans de relations. Nous, on va assumer. Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter, mais on va assumer. Maintenant, ce que je veux dire... Ça va nous coûter ce que ça va nous coûter. Oui, ça va nous coûter ce que ça va nous coûter, mais on va assumer. Mais ce que je veux dire... On ne va pas parler ensemble, monsieur. Ce que je veux dire... Élisée, terminé. Voilà ce que je veux dire. Oui. Cette académie, pour moi, le fait qu'elle soit implantée en Côte d'Ivoire est une très bonne chose. C'est une bonne chose, mais c'est déjà le témoignage de la volonté des autorités de prendre à bras le corps la question du terrorisme. Ça, c'est déjà pour moi une raison. La deuxième chose, vous savez, généralement, quand une académie qui a une vocation sous-régionale ou bien internationale est dans un pays, du coup, il y a cette volonté-là pour tous les acteurs qui rentrent dans cette académie de protéger ce territoire ou cette académie parce que c'est un symbole, en réalité. Donc, le fait qu'il soit là, c'est un signal même déjà pour tous ceux qui sont impliqués dans la gestion de l'académie de faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne soit pas un symbole de terrorisme parce que ça sera mal compris dans les esprits que cette académie existe et que la Côte d'Ivoire soit l'épicentre du terrorisme. Donc, quelque part, pour moi, c'est une très bonne chose. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit saluer. Maintenant, il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure qu'il peut-être ne faut pas qu'on perde de vue. Il vous reste 20 secondes, monsieur. C'est la prise en compte, pour moi, de l'aspect psychologique et social, en fait, des populations dans la lutte. Ça, il ne faut pas qu'on perde ça de vue, en fait. Et aujourd'hui, la composition sociologique, et je dis oui, sociologique de la Côte d'Ivoire, pour nous, est un atout qui peut nous permettre de ne pas nous enliser dans la situation du terrorisme, comme c'est le cas, par exemple, dans certains pays. Mais pour ça, il y a un travail qui doit être fait par les autorités. Très bien. Junior Gawa? Alors, j'aimerais commencer en disant que pour moi, comme l'a dit Arthur, c'est une grande fierté de pouvoir accueillir ce centre-là, parce qu'on parle d'un centre international, mais qui est logé en Côte d'Ivoire. Donc pour moi, ça change beaucoup de choses et ça va apporter beaucoup de bien aussi en Côte d'Ivoire parce qu'il y a bon nombre de pays qui viendront ici pour pratiquer, s'exercer et qui repartiront avec le label Côte d'Ivoire. Donc là, pour moi, ça c'est un plus. Ensuite, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, le terrorisme existe depuis un bon nombre d'années. C'est une gangrène qui contamine énormément de pays. Ça a commencé à contaminer les pays qui sont frontaliers à la Côte d'Ivoire, on a été épargné pendant un bon nombre d'années et ça commence maintenant à déborder, on commence à être contaminé. Donc c'est soit face à cette gangrène, on se dit qu'est-ce qu'on fait et on prend de l'avant en se préparant,
en créant par exemple ce genre d'académie-là, où on décide, par peur du coup, de reculer et de rien faire. Je pense que c'est une très bonne décision d'avoir créé cette académie-là, de préparer nos forces ainsi que les autres forces en coalition avec les autres pays pour pouvoir justement défendre le territoire et avancer. Docteur Tawa, rapidement. Et justement, je suis d'accord avec son intervention, parce que les terroristes, on n'est pas sûr qu'un pays soit épargné parce qu'il ne participe pas à la lutte contre le terrorisme. Au contraire, le laxisme contre le terrorisme peut revenir au visage. Et malheureusement, je pense que le Burkina est là, qui témoigne. Pendant des années, le Burkina a servi de terre de prise d'otages. Ouagadougou a été épargné, mais il a fallu, je ne sais pas, un dysfonctionnement dans le système de sécurité, mais aussi un changement peut-être politique pour qu'on ait le Burkina vive ce qu'il vit aujourd'hui. Non, il faut anticiper la lutte contre le terrorisme. Et puis bon, s'apprêter pour qu'au moment où les terroristes décident d'attaquer, bon, on ait une bonne capacité de réaction. Parce que, comme on le sait, c'est une guerre asymétrique et la réaction va crescendo. Si on doit prendre 10 ans pour atteindre le niveau optimum de réaction, je pense qu'on aura subi beaucoup de pertes, et dans la population, et dans le rang de nos forces de défense et de sécurité, ce qui désorganiserait, je pense, à jamais notre système de défense. Docteur Koulibaly, rapidement. Rapidement, bon, moi j'aimerais me poser une question. Allez-y. Est-ce parce que le Mali et le Burkina sont plus français que la Côte d'Ivoire qu'ils sont aujourd'hui dans l'état où ils sont? Autant attaqués? Autant attaqués? Non, je pense qu'il faut se poser les vrais problèmes. Il faut poser les vrais problèmes. Il y a un sentiment anti-français parce que on s'est mis dans la tête tout bonnement que la France arrive, ils vont dégager les terroristes hors du Mali. 1 année, 2 années, 3 années, 4, 5, 6 années, il y a une réalité qui est là. Donc que faire? On s'est rendu compte que la réponse peut-être française ou l'action française au Mali n'a pas endigué le phénomène. Le terrorisme. Ça n'a pas été à la hauteur des attentes. Voilà, à la hauteur des attentes. Donc on est blasé, on tombe de notre piédestal. Donc ça crée des mécontentements. Ça remonte le sentiment anti-français. Mais est-ce que nous avons une réponse endogène? Nous avons une réponse du dedans du Mali face au terrorisme. Parce que j'attends que la Russie vienne. La Russie vient. On en parle tout à l'heure dans le dossier malien. Arthur Banga. Pour dire 2 choses. La première, c'est que, non, Félix, le Bénin, le Ghana, le Togo ne sont pas tranquilles. Le Bénin a déjà été victime de l'attaque des Pendjab. Le Ghana, d'ailleurs, et quand on a fini notre étude, on a dit quoi? Heureusement, l'initiative d'Accra là, parce qu'on a même l'impression qu'on se focalise trop en disant ivoiro-ghanéen, ivoiro-burkinabé, mais le parc de la Comoé, pardon, c'est ivoiro-burkinabé et ghanéen. D'ailleurs, le côté Ghana, il est très, ils sont déjà en action. Et contrairement à ce que tu penses, dans les enquêtes, on a déjà eu même des terroristes de nationalité ghanéenne, alors qu'on n'en a pas encore de nationalité ivoirienne. Et donc, non, c'est pas parce que vous attendez... Ces pays-là sont aussi exposés. S'il vous plaît, monsieur. Oui, terminez. Rapidement, ce que je veux dire, là, je suis d'accord avec Madame Tal, c'est que c'est un peu dommage que ce ne soit pas une initiative africaine. Ça aurait été bien qu'on ait cette académie internationale de la lutte contre le terrorisme créée où... Faites des Africains par des Africains pour les Africains. On a l'impression toujours, et là je suis tout à fait d'accord avec elle, c'est la même chose, le même sentiment qu'on peut avoir avec le G5 Sahel, que les Africains attendent ou ne prennent pas d'initiative, on est toujours attendre la France, l'Angleterre. Ça, ce côté-là, il est encore vilain, et 60 ans après les indépendances... Il faut sortir de l'assistance. Très bien, merci.